Voilà, alors si vous êtes intéressé par cette deuxième partie de vidéo, c'est que vous avez envie d'en savoir plus sur cette équation-là. Je vais commencer par vous casser le moral, parce que cette équation chimique-là n'a en fait jamais lieu dans la plante. Non, c'est une équation chimique bilan. La réalité, c'est bien plus compliqué que ça, et aucun de ces corps, là, aucune de ces molécules ne réagissent entre elles pour donner ça. Voilà. Alors comment on le sait? En fait, on est parti de deux scientifiques américains qui s'appelaient Ruben et Kamen, et qui sont intéressés à l'oxygène produit ici. Ils se sont dit, mais cet oxygène produit, il provient d'où? Il provient de l'eau, de l'oxygène de l'eau, là, ou il provient de l'oxygène du CO2, là? Ou bien est-ce que c'est un mélange des deux? Est-ce qu'il provient de là? C'est-à-dire cet O2, ça donne ça, ou c'est celui-là qui donne ça, ou c'est celui-là qui donne ça, ou c'est celui-là qui donne ça, enfin bon, voilà. Ça veut dire qu'on doit être en capacité de marquer l'oxygène. Marquer l'oxygène, qui est invisible avec les yeux, ça ne peut se faire qu'avec des isotopes, soit radioactifs, soit stables. Il existe pour l'oxygène un isotope stable de l'oxygène standard. L'oxygène standard, c'est ce qu'on appelle l'oxygène 16. Je vais le marquer là. L'oxygène avec un nombre de masse 16, là, c'est le standard, c'est celui qui est très abondant sur Terre. Mais il existe un isotope, que je vais mettre en jaune, qu'on appelle l'oxygène 18, là, et qui est plus lourd que l'oxygène 16. Mais par contre, il ne se désintègre pas, c'est un isotope stable. Bon, voilà, c'est comme ça, c'est la nature. D'accord? Et Ruben et Kamen ont eu l'idée suivante. On va mettre de l'eau, là, avec l'isotope 16. Là, pour l'oxygène, ok? Pas d'eau avec l'isotope 18. C'est comme ça, ils peuvent le faire, ça. Chimiquement, c'est possible, d'accord? Et le CO2, au contraire, on va mettre de l'oxygène 18. Alors attendez, je me suis trompé pour les couleurs, là. Ça, c'est du bleu. Oxygène 16 en bleu. Et là, ici, je mets l'oxygène 18. Voilà. Et maintenant, j'ai plus qu'à vérifier ce qui va se passer là, à droite. Donc, sur la courbe qui est là, je vais vous indiquer justement la production d'oxygène au cours du temps. Donc, je mets concentration en oxygène au cours du temps. Là, j'ai divisé ça en trois étapes. Première étape, on est à l'obscurité, donc il n'y a pas de lumière. Là, ensuite, on met la lumière, je vais laisser en violet, et on remet l'obscurité. Voilà. Et alors voilà ce qu'on constate. Quand on a un taux d'oxygène au départ, je vais mettre un taux d'oxygène donné en oxygène 18, là, ici, on remarque qu'à l'obscurité, l'oxygène 18 diminue comme ça. Voilà, ça c'est la courbe d'oxygène 18. Et l'oxygène 16 fait quoi? Eh bien pareil, exactement pareil. L'oxygène 16 diminue comme ça. De la même manière. Donc à l'obscurité, ce qu'on constate, c'est que l'oxygène diminue dans la cuve où je mesure, là. On en déduit que les plantes consomment de l'oxygène à l'obscurité. Et ça, c'est ce qu'on appelle la respiration, tout simplement. Il ne faut pas oublier qu'une plante, c'est un être vivant, autrement dit, ça respire. Et ça respire, là, tout le temps, à l'obscurité. Maintenant, je mets la lumière. Donc, j'apporte de l'énergie lumineuse. Et là, regardez ce qui se passe, c'est incroyable. L'oxygène 18 continue à baisser comme si de rien n'était. Voilà, pas de différence. Ça veut dire qu'à l'obscurité ou à la lumière, la plante continue à respirer. Voilà, une plante respire, même si on l'éclaire. Par contre, l'oxygène 16, c'est pas du tout pareil. L'oxygène 16, lui, il se met à augmenter comme ça. Et il augmente fortement comme ça. Ah, alors ça veut dire quelque chose. Ça veut dire qu'à la lumière, une plante est en capacité de produire de l'oxygène. D'accord? Et donc, c'est la photosynthèse, ça. Mais par contre, il y a quelque chose de très étonnant ici. C'est que l'oxygène produit là, c'est uniquement de l'oxygène 16. Autrement dit, c'est de l'oxygène qui ne provient que de l'eau. Pas du tout du CO2. Et c'est comme ça que Ruben et Kamen ont compris qu'en fait, il y a deux équations là-dedans, au premier ordre. Il y a une équation, celle-là, l'eau, qui donne de l'oxygène. Et cette équation-là, elle nécessite de la lumière. Voilà. C'est pour ça qu'on l'appelle photolyse de l'eau, destruction de l'eau, pour donner de l'oxygène, ou phase photochimique. On peut dire aussi phase claire, vulgairement. D'accord? Et il y a une autre étape qui n'a rien à voir, et d'ailleurs qui n'a pas lieu en même temps, ni aux mêmes endroits, à l'intérieur de ce qu'on appelle un chloroplaste. Et en plus, qui n'a vraiment pas besoin de lumière, c'est la phase purement chimique, c'est celle-là. Le CO2 est assemblé en glucides, c'est-à-dire en matière organique. Et cette étape-là ne nécessite pas de lumière, elle peut même avoir lieu la nuit,
comme c'est le cas des plantes en C4, comme le maïs par exemple, où cette phase rouge a lieu que la nuit, alors que la phase verte a lieu forcément que le jour. D'accord? Mais alors pourquoi on les a associés là? C'est bizarre d'avoir fait ça. En fait, c'est assez simple à comprendre. Si je résume tout, la phase photochimique, c'est de l'eau, H2O, qui donne de l'oxygène. Là tout de suite je vois que ça va pas, il y a un atome d'oxygène, là il y en a deux. Alors il y a une façon commode, c'est on met un demi là devant, un demi d'oxygène, c'est un seul atome d'oxygène. Si je prends 2 molécules d'eau, je vais m'en sortir. Par contre, on voit que les hydrogènes sont manquants ici. Du coup, les hydrogènes doivent être récupérés par quelque chose. Alors là, ça c'est de la chimie un peu complexe, mais c'est assez simple. Un hydrogène dans l'eau, il reste pas stable. Tout de suite, il se divise en protons et électrons, en H+ et électrons. Du coup, l'eau, on dit qu'elle s'oxyde. Est-ce que l'hydrogène, en fait, là, va se ioniser et donc on arrache à l'eau des électrons. Ça s'appelle une oxydation. Pour que l'oxydation marche, il faut qu'il y ait un réducteur dans le milieu, c'est-à-dire quelque chose capable de récupérer les électrons et les protons. C'est ce qu'on appelle le réactif de Hill, parce que Hill est un scientifique qui a montré l'existence de cette molécule dans les années 30. Et on le note R en terminale. Après le bac, vous verrez qu'en fait c'est un vrai nom, ça c'est une vraie molécule complexe là. Et cette molécule elle est là pour récupérer les hydrogènes issus de l'oxydation de l'eau. Donc en fait l'eau donne un demi d'oxygène plus du RH2. Et cette équation n'a lieu, attention, que s'il y a de la lumière. Et c'est là qu'il y a un truc un peu magique, c'est que la lumière qui arrive là, captée par la chlorophylle, elle est en excès. Et du coup j'ai trop d'énergie là. Et cet excès d'énergie, la plante s'en sert pour fabriquer une molécule de réserve en énergie qu'on appelle l'ATP. Alors, une molécule de réserve très provisoire. L'ATP stocke de l'énergie, mais pendant pas longtemps. Les réserves en ATP d'une cellule, en général, c'est à peine une seconde. C'est-à-dire que l'ATP est réutilisé tout de suite. Alors à quoi il va servir cet ATP? Ben, vous allez voir. En gros, la phase photochimique, ou photolyse de l'eau, ou réaction d'oxydation de l'eau, c'est une phase où on fabrique des transporteurs dits réduits, RH2, et de l'ATP. Mais l'autre phase, la phase qu'on appelle sombre vulgairement, ou phase purement chimique, c'est la réduction du CO2, c'est donc tout l'inverse. Si je l'écris, ça donne CO2, donne CH2O. Comme ça. Et là, je vois pourquoi on les a associés. En effet, pour faire CO2 à CH2O, j'ai besoin de H2 là. Et le H2, ben, c'est ces transporteurs-là qui peuvent les fournir, puisque ces transporteurs, RH2, donnent H2 là. Du coup, ils se réoxydent et ils sont à nouveau prêts à l'emploi pour refaire une phase photochimique. Okay, et au passage, ils ont permis ce qu'on appelle la réduction du CO2. Une réduction, pourquoi? Ben parce que on capte des électrons et des protons. H++ électrons. Donc c'est une réduction du CO2 qui donne ça. Voilà. Par contre, passer de là à là, ça nécessite de l'énergie. En effet, on passe, je vous rappelle, d'un état désorganisé là à un état organisé comme ça. Donc il faut apporter de l'énergie au système. Et c'est l'ATP qui intervient pour permettre cette synthèse-là. L'ATP, ici, se désintègre en ADP plus P. Là, et c'est ça qui libère l'énergie en réalité, qui était contenue dans les liaisons chimiques. Quand on casse la liaison, on libère l'énergie qu'il y avait dedans. Et cette énergie, ensuite, elle est libérée pour donner ça. Quant à l'ADP plus P, il pourra être recyclé en ATP avec l'énergie lumineuse, et ainsi de suite. On a donc une relation cyclique là, et qui fait que ces deux équations, la verte et la rouge, sont bien couplées. D'accord? Et voilà. On y est presque. Il ne me reste plus qu'un détail à vous dire. Là, il y a un truc qui ne va pas. Alors, je sais, je ne vous entends pas quand vous regardez là, mais cependant, je sais que si vous faites attention, il y a quelque chose qui ne va pas dans l'équilibre. CO2 donne CH2O? Attendez, il y a un carbone, je suis d'accord. H2, oui, ok. Mais l'oxygène, ça ne va pas. Là, et là, il n'y a pas moyen de résoudre avec des demi ou quoi que ce soit. En fait, cette flèche-là, c'est quelque chose de bien plus compliqué que ça. Un scientifique génial qui s'appelle Kelvin a montré dans les années 50 aux États-Unis qu'en réalité, ce passage de là à là, c'est une relation cyclique, c'est-à-dire en cercle. On l'appelle le cycle de Calvin, d'ailleurs, le cycle de Kelvin. Et ce cycle est tel que les premiers produits de la photosynthèse, ben en réalité, c'est pas le glucose du tout. C'est une molécule en C3, on appelle l'acide phosphoglycérique. Bon, complètement inutile d'apprendre ça par cœur, évidemment. Hein. Mais dans tous les cas, le passage de là à là,
c'est quelque chose de subtil et de compliqué. Nous, ce qu'on retiendra en terminale, c'est que la photosynthèse, en gros, c'est la fabrication de matières organiques, comme le glucose, qui est un sucre en C6. Si j'assemble deux hexoses, c'est-à-dire deux sucres en C6, j'obtiens un dimère là, de glucose. Si ici j'ai du glucose et là du fructose, j'appelle ça le saccharose. Le saccharose, c'est le sucre en poudre, hein, et qui est fabriqué par les plantes, par photosynthèse, justement. Ah oui. Et si j'associe plein de petits glucoses entre eux, là j'ai une grande chaîne de glucose comme ça, sachant qu'un glucose est qualifié de monomère, là j'ai ce qu'on appelle un polymère. Et ce polymère est appelé amidon. Voilà. L'amidon, c'est une forme de stockage du glucose à l'intérieur des végétaux et il n'y a qu'eux qui peuvent le fabriquer. Après, vous le mangez, c'est ce que on trouve dans la pomme de terre, dans le blé quand on fait les pâtes, donc dans le pain parce que ça vient de la farine. Et voilà, c'est la photosynthèse qui permet de produire tout ça. D'accord ? Voilà, je crois qu'on a fait le tour. C'était difficile de faire plus simple par contre, parce que la photosynthèse, vous l'avez compris maintenant, c'est en fait une gigantesque réaction chimique. Et c'est pour ça que je voudrais juste dire une chose pour finir. On est à 2 pas d'une grande réforme des lycées, là. Et moi, elle me pose problème pour la terminale, parce que vous réalisez là qu'on ne peut pas faire de biologie sans chimie, mais on ne peut pas faire de chimie sans mathématiques. En fait, les mathématiques, la physique-chimie et les SVT, c'est 3 disciplines qui vont ensemble. On ne peut pas les séparer comme ça. En tout cas, je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.